La forêt retenait son souffle sous la neige. Les épines ploient, lourdes de blanc. Chaque pas s'enfonce comme un secret. Arya avançait sans bruit, plus ombre que femme, les cheveux blanchis par le gel ou par quelque destin plus ancien. On ne distinguait guère la différence. Sa cape collait à ses épaules maigres, son torse portait encore la marque des nuits sans feu. Elle n'avait pas de foyer, seulement des chemins, des rituels appris dans des camps de fortune, et la mémoire d'un don qui brûlait derrière ses côtes, le tissage de vie. Ce pouvoir lui avait apporté refuge et mépris, salutations murmurées et peurs ouvertes. Ce soir, alors que la lune peinait à percer un ciel laiteux, un cri mince déchira l'air, un son qui n'appartient qu'aux enfants, fragile comme une porcelaine fendue. Si vous aimez les récits de meutes, d'alphas et d'oméga, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de ces histoires. Le cri revint, plus près, suivi d'un bruit de lutte, de jambes qui glissaient dans la neige et d'un petit corps qu'on traînait. Arya n'hésita pas, elle glissa entre les troncs, contourna un vieux chêne et vit d'abord la fourrure sombre des assaillants, des rogues qui rôdaient loin des territoires polis par les lois royales. Ils avaient pris un petit être qui pleurait de froid et de peur. Le visage du jeune enfant, en partie recouvert d'un manteau trop grand, s'ouvrit sur des yeux clairs effarés. Il n'avait ni l'âge ni la force pour crier plus fort que ses bourreaux. Il avait Finn inscrit dans sa posture, un nourrisson aux membres trop fins et au souffle d'un papillon. Ils parlèrent entre eux, rieurs, hâtifs, et Arya sentit la bile lui remonter, non pour la première fois, la haine familière envers ceux qui tiraient profit de l'innocence. Sa main chercha la lanière du baluchon, où elle gardait ses maigres remèdes, mais la décision la précéda. Ce n'était pas une ruse, ce n'était pas un vol. Elle bondit. La première seconde fut musique, un glissement précis, un croc de vent, la neige tressaillit. Puis le combat se fit court et brutal. Arya savait comment frapper là où le souffle s'arrête, comment rendre une enveloppe humaine stupide et distraite. Elle n'était pas entraînée pour la guerre, mais elle connaissait la douleur et avait appris les angles de survie. Un coup, un renversement, le cri étouffé d'un rogue qui heurta un tronc. L'autre chercha à fuir. Le gamin roulait, des flocons sur ses cils, la bouche ouverte pour un nouveau cri qui n'en vint pas. La morsure du froid mordait la peau d'Arya plus que la douleur des coups. Elle posa une main sur le petit corps et sentit sa chaleur se réduire à une brase, faible, presque translucide. Le tissage batifolait sous sa peau comme une corde prête à se tendre. Elle pouvait transférer la vie, elle le savait. Le vol du don coûtait. Il n'était pas un simple don, mais un échange, une couture au fil du cœur. Chaque fois, le prix se lisait sous forme de fatigue, de cicatrices, d'un hiver qui s'installait plus tôt dans ses os. Elle regarda le visage poupon, fine, et sentit quelque chose se briser et se recomposer en elle. Elle n'avait pas le droit à une hésitation. Les rogues grognaient et revenaient, plus prudents, flairant le changement. Arya murmura des syllabes anciennes, des nœuds de langage que sa mère adoptive lui avait enseignés au coin d'un feu fiché dans le sol. Ses doigts s'ouvrirent comme des paumes d'araignée. Elle sentit le flux de vie vaciller sous ses doigts, une trame invisible qui reliait respiration, battement, chaleur. Elle tira. Le transfert fut une douleur sourde, comme si on tordait l'intérieur d'un vêtement pour en extraire une lueur. La neige autour d'eux prit un reflet plus doux. Finn aspira une bouffée qui raviva ses joues, fit vibrer sa gorge. Les yeux du bébé s'ouvrirent sur une seconde.
Les rogues cessèrent leur approche, confus, et profitèrent d'un instant pour s'éloigner dans la brume des arbres, laissant la victoire hâtive et incomplète, comme un mauvais souvenir. Arya sentit le prix se régler sur sa peau, une faiblesse qui descendait en elle comme la nuit, un vide qui goûtait le froid. Le tissage de vie avait pris plus que d'habitude, peut-être parce que l'enfant était un héritier né sous une lune lourde, peut-être parce que le destin s'était qu'entremêlé. Elle s'effondra sur le sol, tenant Finn contre sa poitrine, sentant son souffle esquisser le rythme d'une berceuse improvisée. Les flocons, obéissants, retombèrent. Il y eut des bruits de pas rapides, des voix ordonnées et des torches qui trouaient la pâleur. Des hommes en manteaux brodés de la meute royale se frayèrent un chemin entre les troncs. Devant eux, un homme s'arrêtait comme une falaise, Cale. Sa stature imposante, la lueur sombre de ses yeux et l'ourlet argenté de sa cape marquaient une autorité tranquille. Sa main se posa sur le pommeau d'une lame, plus par habitude que par menace. Son regard passa d'Arya à Finn, et l'on vit dans sa face une fracture de surprise et de reconnaissance. Arya parvint à articuler son nom, un souffle cassé. Finn. Cale ne bougea pas pour la réprimander. Il ordonna des gardes, sa voix basse résonna comme un accord majeur et bref, puis se pencha. Il écarta la couverture du garçon, prit sa petite main, chaude, et le contempla comme s'il cherchait à y lire quelque chose que la logique n'offrait pas. Les mains de Cale étaient grandes, mais il les posa avec la délicatesse d'un homme habitué à prendre soin autant qu'à commander. Arya sentit la chaleur d'une possibilité et recula, consciente de l'odeur de l'herbe séchée et d'un baume récent qui s'accrochait aux doigts du roi. Les Healers arrivèrent, Vera en tête, reconnaissable à sa chevelure tressée et à l'écharpe de cuir où pendillaient herbes et fioles. Elle posa les mains sur le front de Finn, puis sur celui d'Arya, sentant les flux subtils. Les yeux de Vera ne furent jamais accusateurs, ils furent des jauges pragmatiques. Elle l'a tiré des griffes des rogues, expliqua Cal, le souffle court, mais sans colère factice, seulement un poids de ce qui aurait pu être. Le palais n'était pas loin de la clairière, un bâtiment qui tenait à la fois de forteresse et de vieilles pierres rendues tendres par le givre. Ils montèrent sur traîneau, le voyage fut silencieux pour Arya, peuplé d'une douleur qui s'accentuait par intervalles. À chaque bosse, elle retenait un râle. À chaque virage, Finn se blottissait davantage contre elle, son souffle devenant une ancre. Cal regardait la route d'un air pensif, parfois vers Arya, parfois vers l'horizon où la lune se calmait en un disque pâle. Au palais, la salle des Healers exhalait un mélange d'herbes et de cire. Les murs retentissaient d'une chaleur qui avait la consistance d'une couverture partagée. On étendit Arya sur un lit de feutre. Vera inspectait les points où la vie s'en était allée. « Elle a offert plus que nécessaire », murmura Vera, plus à elle-même qu'aux autres. Cal se planta à la fenêtre, les mains croisées derrière le dos, un roi contraint à l'impatience tranquille. « Qui est-elle » demanda-t-il, non par curiosité politique, mais parce que quelque chose dans la façon dont Arya avait pris Finn le touchait au-delà du rôle qu'il portait. Arya se réveilla dans un lieu qui n'était ni la neige ni la forêt, mais l'intérieur tiède d'un palais. Sa conscience revenait en vagues, chaque montée la laissait plus légère, puis plus lourde. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit une lampe de cuivre, la lueur tremblante, et au bord du lit, Cal, immobile comme une pierre qui respire. Son visage à la lumière semblait se transformer, la dureté d'un souverain est tempérée par l'attention d'un père veuf. Finn, endormi contre la poitrine de Cal sur un coussin brodé, exhalait un souffle égal. Le garçon, si petit quelques heures plus tôt, avait déjà la présence d'un héritier qui, même sans savoir, faisait peser sur les autres une responsabilité. Cal parla sans se lever. « Tu m'as rendu mon fils ». Sa voix se rompit juste un instant sur le mot « fils », comme s'il révélait une blessure que le pouvoir ne savait pas refermer.
Arya voulut protester, baisser la tête, se rattacher à l'habitude du retrait. Mais la fatigue lui clouait la langue, et elle ne pouvait formuler que des gestes. Vera, à la lisière de la salle, coupa court aux politesses. « Nous devons vérifier le fil du tissage, dit-elle. Quand on arrache ainsi la trame, des nœuds restent. Il faut que nous sachions ce qui a été pris. Selon l'ampleur, elle pourrait... » Elle ne termina pas. Le non-dit pendait entre eux, la possibilité d'un prix trop lourd, d'une vie trop entamée. Cal approcha, plus près cette fois, et posa une main à plat sur le drap, près des doigts d'Arya, sans les toucher. « Nous ne contraindrons rien, dit-il simplement. Ici, tu es en sécurité. » Il y avait dans ces mots une promesse royale et un choix personnel. Arya regarda sa main, puis le roi, puis la petite poitrine de Finn qui montait et descendait. Le lien qu'elle avait créé, furtif, involontaire peut-être, mais réel, vibrait dans son esprit comme une corde qui n'attend que d'être tissée en un motif plus grand. Les jours suivants se succédèrent en douceur et en fracas. Les healers nettoyaient les endroits où la vie avait été puisée. Arya apprit à nommer des douleurs nouvelles, à accepter les privations d'un corps qui semblait avoir rétréci. Finn restait souvent prêt, attiré comme par la chaleur d'un foyer dont Arya ignorait qu'elle pourrait un jour en faire partie. Cal venait chaque soir, apportant des plats chauds et des mots mesurés, parfois s'asseyant à distance pour regarder Arya dormir. Lorsqu'elle s'éveillait, ses yeux cherchaient toujours le roi, comme pour mesurer l'ampleur de ce qu'elle avait pris et de ce qu'elle avait donné. Une nuit, alors que la lune était haute et ronde, Arya entendit le chant sourd des loups blancs au-delà des murs du palais, toujours présent lors des grands changements, gardien silencieux de l'ancien pacte. Elle se leva, maladroite, et marcha vers la balustrade qui donnait sur les jardins gelés. Cal la rejoignit sans bruit. Ils regardèrent ensemble la lune. « Ils sont venus pendant que tu t'occupais du petit, » fit Cal, la voix basse. « Les loups blancs. Ils ont hurlé quand ils ont senti la trame bouger. » Un pli passa sur son front. « Cela signifie quelque chose, Arya. Cela signifie qu'il y a plus en jeu. » Arya posa ses mains sur la balustrade, sentant la pierre froide contre ses doigts. Elle n'était plus seulement une vagabonde. La meute royale l'avait vue offrir un fragment de son essence pour sauver un enfant qui portait le sang de la cour. Elle réalisa que ses choix avaient tissé des lignes qu'elle ne pouvait plus ignorer. La lune, impassible, donnait l'impression de tout savoir et de tout garder pour elle, comme si elle attendait la prochaine couture. À l'intérieur, Finn dormait avec la régularité d'un petit cœur qui ne connaissait pas encore les complexités des loyautés. Cal, à côté d'elle, brisait parfois le silence en racontant des histoires courtes à propos des anciens rois, de cadeaux de lune, de pactes oubliés. Arya écoutait, apprenait la géographie du palais, la cadence de la cour. Elle se surprit un jour à peindre de menus motifs de tissage sur un tissu que Vera lui avait donné, un geste pour observer ses mains qui autrefois savaient seulement tacher plutôt que réparer. Par contre, la trame du tissage ne restait pas silencieuse. Parfois, lorsque Finn riait, une chaleur étrange montait dans la poitrine d'Arya et elle voyait en creux une lisière de lumière se poser sur Cal. Ces instants la terrifiaient autant qu'ils la consolaient, car il parlait d'un lien qui ne serait pas imposé, mais qui pouvait se révéler. Elle commençait à sentir, à la périphérie de ses sensations, l'ombre d'un autre don, le maté bon. Pas un fardeau, mais une promesse qui demanderait consentement et courage. Vera la prit un après-midi et lui montra des parchemins anciens, des schémas de fils et de poules. Apprendre à contrôler ton tissage ne veut pas dire perdre ta vie, dit-elle. Cela veut dire connaître les contours de ce que tu peux donner et reconnaître quand tu dois prendre soin de toi. Ses doigts, experts, caressaient la ligne dessinée d'un signe ancien.
Arya écouta, absorbant les instructions comme si chaque mot était une pelote dont elle dévidait la laine. Lors d'un exercice, Vera plaça la main d'Arya sur la joue de Finn, un contact simple, parental, pur. Arya sentit alors une vague d'affection, suivie d'une identification étrange, une sensation comme si une étoffe neuve se formait entre elle et l'enfant. Cal les observait à la porte, le visage impassible, mais les yeux brillants. Il n'y eut aucune parole imposée. Le consentement se forgeait dans des gestes petits et honnêtes. Arya accepta de rester pour apprendre, Cal accepta de la laisser choisir, Finn accepta la présence. La rumeur courut pourtant dans les couloirs. Certains conseillers murmuraient que la reine était perdue à jamais si l'on permettait à une vagabonde de s'approcher. D'autres voyaient dans le geste une lumière de salut pour un héritier encore fragile. Cal sut canaliser les voix, éteindre les braises politiques par sa seule stature, mais il savait aussi que la meute avait des oreilles longues et des mémoires tenaces. Il prit sur lui de défendre Arya, non par devoir, mais par reconnaissance, et par quelque chose qui n'avait pas de nom encore. Les nuits qui suivirent virent Arya s'entraîner, côtoyer la douleur, découvrir l'étendue du coup. Les premiers exercices laissaient des marques de faiblesse, les seconds la surprirent par des poussées de force inattendues. Elle tissait doucement la vie de petites plantes, ranimait un bourgeon, calmait la fièvre d'un serviteur. Chaque succès lui rendait un peu d'esprit, lui rappelait qu'elle n'était seulement la somme de ses pertes. Pourtant, au fond, l'ombre d'une question restait. Le lien d'âme qui avait frôlé Finn et Cal demanderait-il plus qu'elle ne pouvait offrir? Et si accepter le lien signifiait-il qu'elle devait renoncer à la liberté qui avait façonné sa survie? Ses pensées la tenaient sans cesse, mais elle apprit à les accueillir sans se laisser dominer. Elle comprit qu'appartenir ne signifiait pas être possédé, que choisir pouvait devenir une armure plus solide que la fuite. Un soir, alors que la neige tombait en rideaux serrés, Cal la trouva dans la salle de cérémonie, observant les runes gravées dans la pierre. Autour d'elle, la lueur des torches faisait danser les ombres des loups blancs sculptés. Il se tint près d'elle, sans la presser. Il dit simplement « La cérémonie vient. Si tu veux. » Elle respire, goûtant l'air froid, sentant son cœur battre avec l'ampleur d'une décision. Elle pensa au petit corps glacé, aux cris qui l'avaient tiré de la route, à la main qui avait serré la sienne dans la neige. Elle pensa aux nuits où la solitude avait été la seule compagne, et à celles où Finn avait reposé contre elle comme une braise. Elle pensa à la meute qui attendait, aux loups qui gardaient les chemins de la lune et à la possibilité d'un foyer. Elle posa la main sur la pierre sculptée, consciente que choisir n'effacerait pas ses peurs, mais que choisir pourrait les rendre plus supportables quand on les partageait. La lune, indifférente et tendre, monta plus haut, prête à bénir ou à juger selon les croyances. Arya leva les yeux. Elle ferait un pas. Le palais se prépara à la cérémonie. Des loups blancs firent demi-tour autour des jardins gelés comme des sentinelles lumineuses. La ville retenait son souffle. Mais la cérémonie, la vraie épreuve, et l'embrassement qui activerait le lien restaient des instants encore à venir. Il fallait qu'Arya apprenne à tisser sans se perdre, que Kael apprît à aimer sans ordonner, et que Finn grandisse dans une paix conquise. La pierre sous ses doigts semblait vibrer d'anciens chants. Arya sut, sans savoir comment, que le moment approchait où sa vie, qui jusque-là avait été un fil isolé, pourrait entrer dans une trame plus vaste, si elle le voulait. Elle respira profondément et se tourna vers Kael, prête à dire oui quand le temps viendrait. La salle de cérémonie avait pris l'allure d'un sanctuaire de glace et de braise. Des tentures d'un blanc givré tombaient en plis lourds le long des murs.
Elle retenait la lueur des torches en la rendant plus douce, comme si la flamme hésitait à troubler l'ordre du lieu. Au centre, la pierre aux runes brillait d'une pâleur intérieure. On eût dit qu'elle respirait au rythme du cœur de la maison. Autour, les loups sculptés dressaient leurs museaux en une ronde immobile, comme s'ils guettaient le même instant depuis siècles. Les conseillers se tenaient en retrait, formant un cercle qui vibrait de 1000 pensées dissonantes. Quelques visages étaient fermés, d'autres cherchaient à maintenir un masque d'indifférence. Kale marcha à pas mesurés le long de la rangée, saluant d'un signe bref ceux qui l'avaient aidé à forger la paix. Sa présence suffisait à écarter la plupart des murmures. Néanmoins, chaque regard avait sa propre question. Arya sentit sur elle les poids réunis de curiosité, d'espoir et de défiance. Elle se détacha pourtant de ce short distant. Ses yeux se fixèrent sur Finn, qui, blotti contre la couverture de fourrure qu'on lui avait posée, la regardait avec un sérieux d'enfant qui comprend plus en sentinelle qu'en raisonneur. Vera apparut, vêtue d'une robe simple qui n'altérait en rien l'autorité de ses gestes. Elle vint s'agenouiller près d'Arya, posa une main chaude sur l'épaule de la jeune femme. « Rappelle-toi, souffla-t-elle, non pas de te perdre, mais de te lier. Le lien demande vérité, non effacement. » Les mots tombèrent comme une bénédiction et un avertissement. Arya sentit leur résonance parcourir sa colonne vertébrale. Elle comprit que l'épreuve ne mesurerait pas seulement sa capacité à aimer, mais son courage à rester elle-même face à l'altérité. On lui fit signe de se lever. La meute se retira d'un pas cérémoniel, faisant place. Khal s'approcha, tenant dans ses mains un cordon tressé d'argent et de poils de loup, finement entrelacé d'un fil sombre. Le cordon avait été façonné par les anciens. Il portait en lui la mémoire des serments prononcés par les générations qui avaient occupé ces pierres. Khal le posa sur la pierre, comme s'il offrait à la maison un pacte déjà scellé. Finn, les yeux grands ouverts, se dressa à son tour. À sa façon, il avait grandi, ses doigts étaient plus longs, ses cheveux moins en bataille. Il avança vers Arya, titubant quelque peu, puis posa sa petite paume sur la sienne. Le contact fut d'abord timide, puis confiant. Un frisson traversa Arya. Ce n'était pas la même onde que celle qui s'était tissée lors des exercices, mais une résonance plus profonde, comme si une corde que l'on touche sur un instrument révélait une harmonie déjà existante. Vera entonna alors le chant ancien, une voix basse qui emplissait l'air et faisait vibrer la pierre. Les syllabes ne furent pas toutes compréhensibles. Elles appartenaient à une langue de racines et de racines, faite pour nommer l'indéfectible. À mesure que le chant montait, la torpeur de la neige et du froid sembla reculer. La salle respira plus chaleureuse, malgré la glace aux fenêtres. Khal joignit leurs mains. Ses doigts étaient solides, et pourtant son pouce trembla légèrement, une faille d'humanité que personne n'aurait remarquée si Arya avait l'œil attentif à ce qui palpitait derrière la cuirasse. Elle comprit, avec une clarté aiguë, que la cérémonie ne scellait pas seulement 2 individus, mais 3 cœurs engagés à protéger une vie fragile. L'idée la traversa et la rendit à la fois fière et effrayée. Vera frôla la pierre avec la paume, et là, la première image vint. Ce ne fut pas une vision éclatante, ni la voix d'un oracle. Ce fut plutôt une pelote de Seine, charriée comme de petits cailloux dans une rivière. Une route boueuse, une main qui tenait une barre de pain, un chien dont l'ombre se glissait sous la porte, un visage sans nom qui souriait à une fillette sans avenir. Arya sentit que ces images n'étaient pas de la simple mémoire, elles portaient les échos de ceux qui avaient tissé le lien avant elle, et aussi les ombres de sa propre route. Une brûlure douce explosa sous sa peau, pas de souffrance cruelle, plutôt une mise à l'épreuve, comme un fil qui se tend pour vérifier sa résistance.
Les runes sur la pierre scintillaient, envoyant des reflets qui se déposaient sur ses paumes. Elle sentit un champ s'étendre entre elles, cale et fine, non pas une barrière, mais une trame flexible, capable de porter le mouvement de chacun. Et, pour la première fois, elle perçut les limites de ce lien. Quand Fine pleurerait, elle ressentirait la fréquence de son chagrin. Quand Cale douterait, une patte froide pourrait serrer son esprit. À la pensée de ces partages, un sanglot sourd monta en elle, non pas de douleur, mais d'émerveillement devant la profondeur de l'attachement possible. L'intensité croissait. Autour d'eux, les conseillers observaient comme on regarde une mer prête à rompre. Certains fronçaient le sourcil, d'autres laissaient tomber leurs yeux, incapables de soutenir la lumière nue d'un acte qui bouleversait l'équilibre attendu. Un ancien murmura, mais ces mots ne traversaient pas le champ. Ils demeuraient comme un filet jeté au dehors d'une fête. Arya sentit alors, à la frontière de la sensation, le souvenir de la neige qu'il avait prise. Le frisson remua sa gorge. Elle se souvenait du froid sur les lèvres de l'enfant, du cri déchirant, de la main qui avait trouvé la sienne. Cette mémoire, déposée dans le présent, ne la paralysa pas. Au contraire, elle fit croître en elle une résolution. Se lier n'était pas affaiblir le passé, mais lui donner sens. Elle n'abandonnerait pas la route qu'il avait définie. Elle l'ouvrirait, l'élargirait, pour que quelqu'un d'autre puisse la suivre à l'abri. Le lien acheva sa course dans un murmure d'argile et de fer. Un léger choc traversa ses épaules, comme si le monde s'était recalibré et qu'une nouvelle mesure avait pris place. Fine poussa un petit rire, un son fragile et clair, et se blottit plus fort. Cale retira sa main et la rejoignit à sa joue, le regard humide pour la première fois depuis que nous l'avions vu commander. Les larmes roulaient sans bruit le long de ses tempes, il ne chercha pas à les dissimuler. Devant cet éclat d'authenticité, la meute retint sa respiration, puis offrit un premier long hurlement, un son qui monta vers la lune et se perdit dans le creux de la nuit. La ville, pourtant, ne changea pas d'un seul coup. Les cafés fermèrent leurs portes sur des conversations qui reprirent exactement là où elles s'étaient arrêtées. Des enfants se blottirent au foyer, inconscients des rotations de destin. Des sentinelles se relevaient, exécutant leur ronde. Mais pour ceux qui avaient assisté à la cérémonie, quelque chose s'était déplacé dans la géographie des affaires du palais. On interprétait, on pesait, on craignait. Un conseiller fit le calcul des alliances, une femme de la maison pensa aux héritages, un garde songea aux routes. Tout fut mis en balance, et la balance penchait ici et là, selon la main qui la touchait. Cale resta immobile un long moment, tenant Fine serrée, comme si l'enfant était la preuve vivante que certaines décisions pouvaient effacer la solitude. Puis il se tourna vers Arya. « Tu pourrais revenir sur ta route. » dit-il sans colère ni pitié, seulement vérité. Mais si tu choisis de rester, sache que tu ne seras pas forcé. Je te demande juste d'être présente. Sa voix apparut plus douce qu'on ne l'aurait cru possible de celui qui avait commandé tant d'hivers. Arya sentit sous sa peau la fatigue d'un voyage qui n'était pas seulement physique. Elle pensa à la liberté qu'il avait portée, cette liberté de fuir, de dormir sous le ciel, de choisir chaque matin son chemin. Elle pensa aussi à la chaleur d'un foyer, au repos rendu possible par la certitude d'être attendue. Elle posa la main sur la joue du petit, inspira lentement et répondit « Je resterai. Pas parce que j'ai peur du dehors, mais parce que j'ai choisi de ne plus fuir ce qui mérite d'être protégé. » Les mots furent simples, leur portée fut grande. Cale hocha la tête comme si, par ce hochement, il scellait non seulement la décision, mais l'alliance. Après la cérémonie, la vie s'engagea dans une nouvelle cadence. Arya reçut des tâches que l'on lui confiait à moitié comme des preuves, à moitié comme des chances de s'imposer. On lui demanda de veiller sur les jardins d'hiver, d'apprendre à approvisionner la maison en herbes qui apaisaient, de suivre Vera dans l'étude des champs curatifs. Elle accepta, non pas par servilité, mais pour tisser les fils pratiques d'une place réelle.
Kaël, de son côté, multiplia les visites aux frontières, les entretiens avec les seigneurs voisins. Il tenait à marquer que la décision prise au cœur du palais ne diminuait pas sa vitalité publique. Les jours qui suivirent apportèrent des échos contrastés. Certains habitants vinrent, prudents, pour voir la femme qui avait lié le petit héritier au chef. D'autres craignirent que l'équilibre des alliances ne basculât. On essaya même à demi-voix d'attiser de vieux greffes. La crainte qu'une étrangère ne devienne un centre d'influence, la jalousie des lignées dont la lignée semblait désormais moins pure. Mais à mesure que Finn retrouvait des nuits plus longues et des rires plus sûrs, la force de la chose se montra d'elle-même. Les plaintes s'effilochèrent, incapables de tenir face à la réalité d'un enfant qui guérissait à vue. Vera s'assit à côté d'Arya une nuit, alors que la neige recommençait doucement à tomber. Elles regardaient ensemble la flamme vaciller, la pièce sentait la cendre et la menthe. « Tu as donné plus que ce que l'on attendait, » dit Vera, comme pour calmer une inquiétude non formulée. « Mais souviens-toi, le lien ne veut pas te rendre faible, il veut t'ouvrir. Il te donnera des racines plus profondes si tu le veux. » Arya sourit, un sourire qui n'était pas du brave, mais de l'acceptation. Elle sentait parfois l'appel des routes, une nostalgie qui venait sans prévenir, comme le goût sale d'une cendre qu'on n'arrive pas à ôter. Elle apprit à l'entendre sans s'y soumettre. Le lien lui fournissait aussi une force qu'elle n'avait pas prévue, la possibilité de revenir auprès de ceux qu'elle aimait, sans devoir porter toujours seule le poids des pertes. Et dans le silence, quand Finn dormait, elle tissait sa solitude d'avant en une étoffe qu'elle pouvait désormais partager. Pourtant, l'horizon ne resta pas dénudé de turbulences. Plus loin, au-delà des collines, des rumeurs coururent qu'une meute adverse, jalouse des routes et des passages contrôlés par Kaël, cherchait à tester la nouvelle configuration du palais. Des éclaireurs rapportaient des mouvements inhabituels, des feux de signal poussaient leur langue d'alerte vers le ciel. Kaël prit ces nouvelles au sérieux. La paix qu'il avait bâtie était fragile tant qu'on la tenait sur des accords et non sur des certitudes de cœur. Arya reçut l'ordre de se préparer, non pour fuir, mais pour tenir, pour apprendre à écouter non seulement Finn, mais la fronde qui pourrait se dresser. Vera l'entraîna à reconnaître les ombres qui préfiguraient un danger, et à parler au cœur des loups, non comme une maîtresse, mais comme une sœur d'esprit. À chaque leçon, Arya sentait que la trame du lien s'épaississait. Elle y ajoutait ses propres fils, ses propres couleurs. Et quand les premières trompes d'une menace lointaine se firent entendre, elle n'eut plus la peur qui l'avait poussée sur les routes. Elle eut la résolution de qui sait ce qu'il protège. La nuit qui suivit, sous un ciel dépourvu de lune, des ombres se rapprochèrent des limites du domaine. Les sentinelles crièrent, le camp s'ébranla, et Kaël rassembla ses hommes comme une main ferme fuyant l'hésitation. Arya resta au centre du foyer, près de la pierre, les algues de la cérémonie encore chaudes sous ses doigts. Finn, éveillé par le fracas, la regarda et sut. Il se leva, arma son courage d'enfant et posa sa petite main contre la paume d'Arya. Dans ce geste, il y avait moins de peur que de confiance, et pour la seconde fois depuis son arrivée, Arya sut qu'elle avait pris la bonne route. La bataille fut brève et rugueuse, des cris, des cliquetis d'acier et le glas des chiens. Mais la meute, rassemblée et soudée, tint. Kaël avait anticipé, ses hommes connaissaient le terrain, et la nouvelle cohésion rendit les mouvements plus sûrs. Quand l'aube enfin parut, déchirant la nuit, les ombres s'étaient effilochées, repoussées vers les collines. Les blessés furent pansés, des loups portaient leurs branchages, et Finn, comme si rien ne s'était passé, ramassa un caillou qu'il présentait à Arya en offrande. Elle prit le caillou, sentit sa surface lisse et froide, et le plaça dans la paume du petit. « Pour te souvenir, murmura-t-elle. »
Au cœur de ces jours, la question initiale, celle de la liberté contre l'appartenance, prit un visage plus convaincant. Arya comprit que la liberté n'était pas l'absence d'entrave, mais la capacité de choisir les liens qui honorent l'errance. Le lien n'avait pas effacé sa route, il l'avait prolongée en l'insérant dans une série de pas partagés. Et tandis que la ville reprenait son souffle et que la neige fondait en nappes argentées, Arya se tenait, parfois seule, parfois entourée de ceux qu'elle aimait, devant la pierre aux runes. Elle y déposait ses doutes, comme on jette un vêtement sale dans un coffre, pour revenir le lendemain, propre, prête à tisser encore. Le chant de Vera ressurgissait dans sa mémoire, non plus comme une obligation, mais comme une force chantée en elle. Khal, de son côté, apprit à laisser place, pas à céder, mais à partager la charge que la royauté lui imposait. La paix était fragile, c'était vrai, et les courants lointains des collines continueraient de mettre à l'épreuve ce qui venait d'être forgé. Mais pour la première fois depuis longtemps, Arya ne redouta plus l'aube. Elle la guettait, comme on attend l'arrivée d'un messager ami. Et lorsque, quelques semaines plus tard, Finn eut un nouveau rire qui fit trembler les vitres d'une joie presque audacieuse, Arya sut que le fil qu'elle avait accepté n'aurait pas fait d'elle moins libre. Il ferait simplement d'elle un lieu où d'autres pourraient revenir. Elle avait tissé une maison dans le creux de son hiver. Le domaine retrouva ses habitudes doucement, comme une maison qui se réaccorde après un long silence. Les bêtes reprirent leurs promesses de garde, les femmes et les hommes remirent en chantier des filets, des portes, des petits ouvrages qui, tous ensemble, faisaient corps. Arya marcha souvent vers les limites du village, là où la terre commençait à se raidir et où le vent parlait encore en langues étrangères. Elle voulait sentir la frontière sous ses pas, savoir à chaque instant qu'on peut tenir sans être prisonnier. Un matin, des messagers vinrent des collines, les manteaux battant contre leur dos, l'air cuit par une fatigue qui n'était pas seulement celle du voyage. Ils portaient des nouvelles moins brutales que la dernière attaque, mais plus pernicieuses. Des bandes de passage qui, sous couvert d'échanges, piquaient des vivres et des chevaux, s'insinuant dans la toile des routes, semant méfiance et rancœur. La meute adverse ne rêvait plus d'affrontements ouverts. Elle préférait ronger les liens. Khal fronça les sourcils, ses hommes murmuraient de vieux mots oubliant, que la paix s'entretienne. C'est alors qu'Arya proposa autre chose que le fer. Elle marcha vers la place, sans oriflamme ni escorte, juste avec Finn, qui trottinait à ses côtés, les yeux pleins de questions. Face aux anciens, elle ne chercha l'arme. Elle parla de ce qu'elle avait appris auprès de Vera, de la façon dont les loups s'apprivoisent lorsqu'on les regarde sans vouloir dominer. Sa voix n'était pas celle d'une reine proclamée, mais d'une femme qui avait traversé des étés et des hivers et qui connaissait la valeur d'une route partagée. « Donnez-nous des messagers, dit-elle. Donnez-nous des rencontres, pas des murs. Laissez-nous parler avant de frapper. » Certains rirent, d'autres hurlèrent de goûter l'idée comme on goûte un fruit nouveau. Khal plia les lèvres, mesura le pour et le contre, puis inclina la tête. Il n'était pas naïf. Il savait que la guerre peut se masquer sous l'apparence de la diplomatie. Mais il savait aussi qu'une réplique trop prompte briserait plus qu'elle ne purifierait. Des envoyés furent donc mandatés, et Arya fut au premier rang. Elle ne voyagea pas au pas d'un convoi lourd, mais sur de petites voies, en compagnie de femmes qui connaissaient le chant des ruisseaux et d'un vieil éclaireur qui gardait dans sa poche un morceau de chocolat que personne n'avait su d'où il venait. Les rencontres qu'elle demanda à organiser furent courtes, redoutables parfois, parce que la parole, chez certains, portait la farine des vieilles haines. Mais Arya avait appris à laisser la parole cuire. Elle savait écouter ce qui se cachait entre les phrases. À la première grande assemblée, sous un auvent qui sentait la laine, vint un chef des collines nommé Soren. Il avait le visage buriné par le gel et la patience. Il posa les yeux sur Finn comme si l'enfant était un futur oracle, puis regarda Arya de travers, défiant sa douceur.
Les premières minutes furent un échange de méfiance, ton de commerce, accusations camouflées. Mais Arya, au lieu de répondre aux attaques, raconta une histoire brève d'un chemin qu'elle avait suivi petite, où 2 arbres se tenaient de chaque côté et formaient un passage que seuls les voyageurs connaissaient. Elle parla de la trouée de lumière, de la façon dont, lorsque l'on franchit un seuil en paix, on en sortira parfois plus riche d'une chanson que d'un butin. Soren écouta, et en écoutant, ses traits se firent moins durs. Ce n'était pas une magie, c'était la décision de tenir parole un instant, de laisser une confidence remplacer un coup. À la fin, il proposa un accord de passage et, en échange, demanda que soient protégés certains sentiers de transhumance dont sa tribu dépendait. Khal signa, non sans menace, ceux de ses lieutenants qui auraient voulu un autre dénouement. L'accord était mince, mais il était un tissu posé sur une blessure plutôt qu'un bandage que l'on arrache. Les jours qui suivirent, Arya se trouva au centre d'une mécanique nouvelle. Elle organisa halte et échange, sut apaiser une dispute sur un chien volé, trouva des mots pour une veuve qui prétendait que le partage de l'eau était une trahison. Sa patience n'était ni tiède ni lasse, elle était choisie. Finn, quant à lui, apprit à s'asseoir près des feux d'assemblée et à écouter les noms des chemins que les hommes donnaient. Il gloussait parfois, jetait un caillot, et les adultes décoraient ces instants d'une indulgence nouvelle. Pour Arya, voir Finn découvrir des trajets fut l'image d'un avenir possible, des enfants courant d'un village à l'autre sans devoir regarder derrière eux. Vera, depuis l'ombre de sa hutte, suivait d'un œil scrutateur. Elle n'abandonnait pas les rituels. Parfois, à l'aube, elle continuait de chanter aux runes, mais son chant s'était adouci. Elle attendit qu'Arya revînt un soir, la neige fondant en veines d'argent sur les pierres, et lui posa la main sur l'épaule. « Tu as tissé avec d'autres mains, » dit-elle simplement. « Ce n'est pas moins bien. » Arya sentit la reconnaissance brûler comme un feu de bois. Elle comprit que la plus grande victoire n'était pas d'avoir fait taire une meute, mais d'avoir institué des rencontres où l'on peut apprendre à connaître l'autre sans porte ni piège. Elle n'avait pas trahi sa route, elle l'avait élargie. Cependant, la paix exigeait encore des preuves. Un matin d'orage, on trouva sur les rives des traces étranges, des fils tendus, des pièges placés pour attraper les bêtes d'attelage. Quelqu'un avait tenté d'affaiblir les échanges. La colère monta, d'anciens réflexes claquèrent. Certains réclamaient une riposte ferme et immédiate. Arya se tint au bord de l'eau, regardant les traces se dissoudre sous la pluie. Finn vint la rejoindre, les cheveux collés, des perles d'eau sur le menton. « Que faisons-nous » demanda-t-il, d'une voix qui cherchait une certitude. Arya prit une grande inspiration et sourit, non d'une consolation facile, mais d'une confiance éprouvée. « Nous allons parler aux gardiens des collines, » répondit-elle, « et nous irons voir ceux qui ont planté ces pièges. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils veulent juste qu'on les regarde. » Elle imagina déjà la route, une marche vers les hauteurs, des rencontres sous les pierres éclatées du soleil, la possibilité de découvrir un cœur blessé plutôt qu'un ennemi. Elle savait que chaque pas demandé à Khal et aux siens était un pari, mais elle comprenait aussi que la paix, pour durer, devait accepter d'être fragile sans renoncer. Quand elle se retourna vers le village, il y avait chez Khal quelque chose qui ressemblait à une délivrance. Non pas la fin du pouvoir, mais sa multiplication. Le roi partageait la responsabilité, Arya offrait la sagesse du voyage. Les deux pouvaient tenir ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, Arya pensa que la route et la demeure ne s'exclusaient pas. Elle prit Finn par la main, posa contre sa paume le caillot lisse que l'enfant portait toujours, comme on garde une promesse. Puis, sans alarme, elle commença à remonter vers les collines, là où la brume ouvrait encore des chemins inconnus, prête à parler et à écouter. Fidèle à la route, fidèle à la maison qu'elle avait tissée. Ils grimpèrent la pente où la pluie avait creusé des sillons brillants.
Les pierres, polies d'eau, racontaient le passage des saisons. L'herbe, alourdie, frottait les jambières d'Arya et laissait sur sa peau l'odeur piquante des mousses. Finn courait devant, puis s'arrêtait pour écouter un merle ou pour ramasser un bout de bois trop parfait. Par instants, il restait immobile, comme si le monde lui avait appris un secret invisible. Arya souriait à ses arrêts, y lisant la patience du futur. Khal marchait plus en retrait que d'habitude. Ses épaules, même sous le manteau humide, paraissaient moins tendues. La parole compensait encore mal l'habitude du commandement, et il pesait chaque pas comme s'il mesurait la portée d'une promesse. Soren suivait, la mâchoire plus souple, la tête inclinée vers la ligne des collines où les silhouettes d'anciennes pierres se découpaient comme des dents usées. Vera avait choisi de rester au village cette fois, mais Arya savait qu'elle priait en chemin. Ces mots silencieux avaient la force des filets qui retiennent la neige. Au col, ils trouvèrent les traces. Piquets plantés trop droits, cordes noires formant des arcs sous la boue, et des empreintes légères qui n'étaient ni de bêtes ni de hussards, des pas d'hommes pressés, pieds chaussés d'ailes cuir grossiers. Quelques fers de halage avaient été brisés, comme abandonnés après colère ou peur. Finn, en voyant les morceaux, se mit à ramasser un tin de cuir et à le brandir comme une bannière, tandis qu'un chien maigre apparut, sortant des rochers, le museau couvert d'épines. Ils ne durent pas marcher longtemps avant d'apercevoir des silhouettes groupées sous l'échine d'un vieux tertre. Des jeunes hommes, armés plus de colère que d'armes. Une femme au visage marqué par le soleil, tenant un enfant serré contre elle. Au centre, un homme qui semblait dirigé par le mélange de sa voix et de son silence. À la vue d'Arya, certains se redressèrent, gestes prêts, regard sur le cordage invisible du conflit. Arya posa la main sur la manche de Khal, et il comprit. Elle avança seule, la pluie ayant lavé ses cheveux et rendu sa voix plus claire. Les gardiens des collines, d'ordinaire fiers, semblaient hésiter, d'un côté la lame possible, de l'autre la certitude de paroles déjà tenues au village. « Nous sommes venus parler, » dit Arya sans élever la voix. « Nous avons trouvé des pièges sur la rive. Des bêtes et des hommes ont failli être blessés. » Un des jeunes siffla entre ses dents. « Vous appelez ça parler? On appelle ça lâcher des loups sur notre bétail. Vous laissez passer des convois et vos charges emportent nos derniers pâturages. Qui penserait à nous quand les chariots passent? » La femme pressa l'enfant contre sa poitrine. « Ils ont pris nos brebis l'hiver dernier. Ils ont laissé des promesses et pris des terres. Que nous reste-t-il, sinon de tendre un piège pour briser leurs roues? » Khal fit un pas, et l'un de ses lieutenants fronça le sourcil. Les mains se resserrèrent sur des bâtons. La vieille colère, celle des blessures anciennes, affleura, prête à raviver le feu. Arya leva les mains, non comme une reddition, mais comme une demande de temps. « Qui a pris vos brebis ?» elle demanda. « Dites-nous qui a marché sur vos champs, et nous irons les voir. » Mais ces pièges ne sont pas seulement une voie, ils blessent et tuent. Les nôtres ont des enfants, comme vous. Il y eut un silence pendant lequel la pluie fit métier de musique sur les capuchons. L'homme qui dirigeait parla enfin, sa voix rouillée par la fatigue et la honte. « Ce ne sont pas les gens des convois eux-mêmes, avoua-t-il. Ce sont des hommes venus du ravin du Nord. Ils disent qu'ils ont des droits sur la vallée, que leurs ancêtres y ont planté leurs tentes. Ils promettent du fer et du sel à ceux qui les servent, mais ils prennent plus qu'ils ne donnent. Nous avons tendu des fils pour détourner leurs bêtes, pour leur apprendre la peur. » Arya sentit le poids d'un mensonge en cascade, un chef venu de loin, la promesse d'échange qui dévorait plutôt qu'il n'offrait, un petit groupe pris dans une spirale préméditée. Elle redescendit sa main vers sa ceinture, comme pour y trouver une assurance. « Qui est-ce? Comment se nomme-t-il » L'homme baissa la tête. «
Mérec, murmura-t-il, son ombre est longue. Il a parlé à ceux qui n'avaient plus rien à perdre et leur a montré un monde où la loi est une corde serrée autour du cou d'un voisin. Nous pensions qu'en leur montrant la peur, nous retrouverions nos places. Calais fit un bruit sourd qui était presque un rire brisé. « Mérec, dit-il, ce nom m'a été rapporté au marché il y a des lunes. Un homme sans demeure, avec des hommes qui ne jurent que par l'or et la menace. » Soren, qui jusque-là avait gardé le silence, s'approcha. « Et maintenant, demanda-t-il, laissez-les repartir ou vous croyez les arrêter ?» Il n'y eut pas de réponse facile. Le jeune homme qui avait d'abord sifflé cracha au sol. « Nous n'avons pas la force de marcher, dit-il. Nous avons seulement la colère. La colère brûle vite et la faim l'alimente. » Arya passa son regard d'un visage à l'autre, voyant dans leurs traits les traces des saisons rudes, des enfants qui ont grandi au son du vent, des femmes qui ont cédé devant des dettes. Elle pensa à Vera, aux runes et aux chants adoucis, à la façon dont on peut transformer la colère en attention lorsqu'on la nomme par son vrai nom. Si Mérec prend des hommes pour payer ses promesses, on doit le voir, expliqua-t-elle. Mais je vous demande une chose, retirez les pièges maintenant. Laisse-moi parler à Mérec. Si mes paroles ne vous conviennent pas, vous reprendrez vos armes, mais ne laissez pas les fils tuer ce que nous n'avons pas encore pu tisser. Il y eut une hésitation, comme si la demande d'une femme suscitait un calcul ancien. Enfin, la femme qui tenait l'enfant prit la parole, sa voix moins dure qu'on aurait cru. « Donne-nous une preuve que tu parles pour tous, dit-elle, que les convois ne reviennent pas avec des hommes qui dévorent nos pâturages. » Arya répondit sans détour. « Je vous tendrai la main assortie d'un accord. Nous établirons des tours sur les passages, des visites régulières, un partage de l'eau au printemps. Et si Mérec refuse de retirer ses hommes, alors vous aurez droit à un conseil commun pour décider des suites. Mais ses fils doivent être enlevés ce soir pour la paix des enfants. » La nuit approchait, bleuée, et le regard des hommes se fit moins dur. Ils regardèrent leurs compagnons, puis balayèrent la colline du bras comme pour enlever un poids. L'un après l'autre, ils se mirent à défaire les nœuds, à arracher les piquets, et les cordes pendirent comme des manches ouvertes. Finn, curieux, s'agenouilla et aida maladroitement, riant quand une corde lui coupa le doigt et oubliant la douleur dans l'éclat d'une petite victoire. Quand les derniers pièges furent emportés, l'homme qui parlait pour les gardiens déclara qu'il suivrait Arya jusqu'à Mérec. « Nous ne voulons pas la guerre, dit-il. Nous voulons seulement être regardés. Si tu peux le faire, viens demain au menhir vieux, à l'aube, nous y serons. » Arya accepta. Khal lui jeta un regard où se lisaient la reconnaissance et la crainte. Il savait que confier un rendez-vous à la parole d'une femme au col était un pari qui pouvait sauver ou perdre un peuple. Il sourit d'un sourire étrange où il y avait de la foi plus que de l'autorité. Ils descendirent vers le village sous une pluie qui avait décrassé la colère. Les feux d'accueil étaient déjà allumés, les lueurs dansaient sur les toits, et Vera attendait à la porte comme si elle avait entendu l'ordre de la nuit dans son chant. Elle posa ses mains sur Arya, la regarda avec une douceur grave, comme on regarde une récolte dont on dépend. « Tu as fait ce que tu pouvais, dit-elle simplement. Demain, que le menhir t'entende. » Arya posa Finn sur ses genoux et lui passa la main dans les cheveux, le caillou lisse toujours dans sa paume. La route était encore longue. Mérec était un nom qui portait des vents contraires. Mais la corde avait été défaite et la nuit, pour la première fois depuis plusieurs lunes, semblait offrir moins de raisons de brûler. Au matin, l'aube troua la brume comme un vêtement qu'on replie. Au menhir vieux, là où la pierre gardait la mémoire des traités anciens, des hommes et des femmes se rassemblèrent, visages tirés par la veille, mais ouverts à la parole.
Les gardiens des collines étaient venus avec leurs chefs, des représentants des convoyeurs et quelques de Cale's masques prudents prirent place. Entre eux, Arya attendit l'apparition d'un inconnu qui pourrait annoncer tempête ou rémission. Lorsque Mérek apparut, il ne fut ni grand ni richement vêtu. Il avançait appuyé sur un bâton, entouré d'hommes au regard dur, mais ses yeux, lorsqu'il croisa ceux d'Arya, n'étaient remplis ni de haine ni de honte. Ils étaient simplement fatigués. Il s'arrêta à bonne distance et posa la main sur sa ceinture, comme pour peser ses mots. « Qui m'envoie » demanda-t-il sans saluer. Khal répondit, avec la retenue d'un roi qui laisse sa cour grainer. « Les nôtres, nous cherchons la paix, Mérek. » Tes hommes et les nôtres ont commencé à se croiser comme deux loups affamés. Cela doit cesser. Mérek haussa les épaules. La paix, dit-il, la paix est un mot pour ceux qui n'ont rien à perdre. Je suis venu pour que l'on respecte ce qui fut promis à ma mère. Les vallées sont vides. Ils veulent venir et y planter leurs poteaux. Arya fit un pas en avant. Et tu as envoyé la peur pour la remplacer, dit-elle. Dis-nous ce que tu veux vraiment, pas des mots de peur, mais un nom, une demande. Mérek hésita. Puis, comme si celui qui porte longtemps un fardeau finit par vouloir le poser devant d'autres, il parla. Et dans ses paroles se glissa la vérité que la route avait déjà sentie. Des familles qui ne trouvent plus de place, des saisons plus sèches, des dirigeants qui promettent et oublient. Il ne demanda pas le pouvoir, il demanda seulement un pan de terre où ses enfants pourraient paître sans être chassés. Il demanda justice et reconnaissance. Les mots trouvèrent leur place comme des pierres qu'on pose pour faire un chemin. Les discussions furent longues, parfois rugueuses, quelquefois étouffées par la peur. Calais proposa d'ouvrir une portion des hauts-prés sous la garde commune, où ni convoyeurs ni bandits ne pourraient entrer sans annonce. Soren suggéra des rondes partagées. Les gardiens des collines parlaient de tours à faire le soir et de signaux à échanger. Arya offrit une chose plus fragile encore, un pacte verbal scellé par le partage du pain et de l'eau, l'acte le plus ancien de l'homme pour dire « je te vois ». Quand la lune fut haute, on partagea un maigre festin. Des jeunes échangèrent des chansons et des promesses timides. Finn courait entre les jambes, et pour un instant la peur semblait un vêtement que l'on troquait contre une cape plus douce. Mais tous savaient que la paix demandait mémoire autant que bonne volonté. Ils signèrent un accord qui n'était pas écrit sur peau ni sur bois, mais inscrit par des témoins. Des noms prononcés, des mains serrées, des pierres sur lesquelles on posait un caillou chacun, comme pour mesurer l'équilibre. Mérek, avant de partir, posa la paume sur le menhir. « Je pars avec l'espoir que cela tienne, dit-il. Et si cela chancelait, que l'on revienne ici pour le dire, non pour se battre, mais pour parler. » Arya sentit qu'un fil venait d'être posé, qu'un pont fragile s'étendait entre des gens qui avaient longtemps été séparés par des peurs. Le matin viendrait, et avec lui d'autres épreuves, mais cette nuit-là, sous la lune, ils avaient choisi la parole au lieu du piège. Finn s'endormit, la tête sur les genoux d'une vieille femme qui lui racontait les chemins d'autrefois. Et pendant que la brume reprenait son travail d'effacement, Arya comprit que chaque paix se forgeait en actes minuscules. En enlever une corde, en accepter un détour, en nourrir un enfant qui se présentait sans défense. La route restait ouverte, elle n'était plus seulement une voie de passage, mais un espace à garder ensemble. Ils revinrent au village avec la promesse d'un conseil commun et l'odeur du pain encore sur les doigts. Les jours suivants seraient denses, vérification des chemins, garde partagée, échange des noms. Mais quelque chose au cœur de la communauté avait changé. La peur, pour la première fois depuis longtemps, tenait dans une main humaine et non sous la forme d'un piège laissé dans la boue. La neige des hauteurs fondait en veines tranquilles et la route continuait, telle qu'elle était faite d'êtres qui se rencontrent et se choisissent.